Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu causer de l'épisode 3 de la saison 2 de Loki, intitulé 1893. Alors moi, je m'appelle le Cyborgien, je suis un fou de Marvel, je suis un fou de Star Trek et je suis un fou de Star Wars, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va discuter de l'épisode 3 de la saison 2, donc, intitulé 1893. Alors, la date a l'air importante parce que, alors sans vous trop vouloir rentrer dans les détails, dans l'épisode en question, il y a des tas de blagues, enfin sans vouloir spoiler évidemment, sur le fait que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? Il y a peut-être eu un incendie, mais c'était 4 années plus tard. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais vu les événements qui se déroulent dans cet épisode-ci, j'ai l'impression que, on a un épisode charnier, un épisode pivot. Oui, c'est un délire comme quoi l'année ne paye pas de mine, mais il se passe beaucoup de choses en fait. Alors oui, pour le résumer, je vous le fais très courte, c'est que en grosso modo, Loki et l'agent Mobius sont à la recherche euh, d'un personnage. Et au cours de cette recherche-là, il tombe sur un personnage aussi important pour la série que pour le MCU. Et en fait, je pense orienter ma chronique, mon analyse, sur toute l'ambiance qu'il y a dans cet épisode-ci. C'est-à-dire que l'épisode, en fait, l'ambiance tranche radicalement avec tout ce qu'on a eu auparavant, même dans le MCU. Parce que de 1893, il me semble pas que ce soit une période qui était visitée aussi bien dans les films que dans les séries. Captain America First Avengers, c'était la Seconde Guerre mondiale. Peut-être les Éternels, je suis pas sûr de ça. Et les Éternels, ça recouvre pas mal d'époques et... Ah, j'ai un petit doute au sujet de ça. Faudrait que je regarde. Sauf erreur de ma part, dans le MCU, cette ambiance-là, dénote. Mais sinon, en série télé, même en film, tout ce qui concerne les séries d'époque, ouais, c'est un genre en soi, je dirais. Oui, parce que j'ai pensé par exemple à du Penny Dreadful, à du Boardwalk Empire, alors, la caravane de l'étrange, a eu Peaky Blinders. Alors celle-là, je la connais pas des masses, donc je vais devoir voir quelques résumés s'il y a sur le net. Alors disons que Penny Dreadful, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Penny Dreadful, le charme venait du fait que c'était une série dite en costume, qui se passe dans l'Angleterre, période élisabéthaine. Rien que ça, en fait, j'ai des doutes, parce que je suis pas du tout spécialiste en la matière. On voyait se côtoyer donc les personnages issus de la littérature fantastique. C'est-à-dire qu'on voyait du Victor Frankenstein ou Victor von Frankenstein côtoyer un Dorian Gray ou encore un Volansing, il me semble. Ouais, c'est un petit peu compliqué à expliquer. C'est que ce que j'essaye de dire, c'est que le charme de cette série-là, Penny Dreadful, c'était que c'était une série où on suivait des personnages qui étaient issus de la littérature fantastique populaire. Et au lieu de faire une anthologie, ils en font un réel feuilleton. C'est-à-dire que les personnages se croisent, ont des intrigues entre eux. Donc le Victor von Frankenstein, je crois qu'il a des intrigues avec Dorian Gray par exemple. Minarkar c'est pareil. Enfin voilà, ce sont des personnages qui sont issus d'ouvrages différents, mais qui pourtant ici se croisent. Je voudrais pas dire que c'est un crossover avec ces personnages-là, mais enfin presque. Boardwalk Empire, c'est une série qui... Alors moi, je dis que c'est une série en costume, mais c'est une série qui raconte en fait la genèse, les origines de la période du grand banditisme. C'est-à-dire que c'est une série qui se déroule avant la période Al Capone à Chicago. C'est-à-dire qu'on voit les origines de cette période-là. Al Capone était un petit rôle d'ailleurs. Il fait partie des personnages secondaires mais qu'on voit dans le décor. Le personnage principal, il est joué par Steve Buscemi qui interprète Enog. C'est un personnage qui est le trésorier d'un comté. Oh, j'ai un trou. Et ce personnage-là, en fait, commence à s'intéresser à se mettre dans le trafic d'alcool, qui est illégal, parce qu'on est à l'époque de la prohibition. Donc cette série-là, qui a duré 5-6 saisons, il me semble, donc on voit les origines, en fait, du grand banditisme. Et pour la caravane étrange, c'est bien simple, c'est une série qui se déroule aussi bien à cette époque-ci, alors d'une part, mais secondo, qui s'intéresse à un cirque itinérant, c'est-à-dire tout ce qui concerne le freak show. Grosso modo, le résumé de la caravane étrange, c'est un jeune homme qui rejoint un cirque itinérant, c'est-à-dire qu'il rejoint le freak show, grosso modo, en tant qu'en entretien, il me semble. Et donc, la caravane étrange, ça a duré 2 saisons, et tout l'accent est mis sur ce côté, la bizarrerie de ce genre d'endroit. On retrouve pas mal de personnages qui n'auraient pas, alors, soit qui n'auraient pas euh, paru saugrenus chez David Lynch, soit carrément qui viennent de Twin Peaks. Donc, la caravane étrange, uniquement pour le côté cirque ambulant, le côté freak show. J'ai pensé à ça à fond en voyant Loki cette semaine. Et ensuite pour Peaky Blinders, alors là j'avoue que alors, je connais pas mal de potes qui sont fans de la série, je n'ai jamais vu un seul épisode, mais disons les visuels en fait de Peaky Blinders, ouais ça, j'ai pensé à ça aussi. Alors pour Peaky Blinders, va falloir que je lise un résumé sur le net par contre.
Alors Peaky Blinders, le résumé, c'est fondé sur l'histoire du gang des Peaky Blinders, actif à la fin du 19e siècle. Cette série suit un groupe de gangsters de Birmingham à partir de 1919. Cette bande, emmenée par l'ambitieux et dangereux Thomas Shelby, est formée de sa fratrie, pratique le racket, la protection, la contrebande d'alcool et de tabac et les paris illégaux. Un vol d'armes automatiques, dont ils sont les premiers soupçonnés, pousse Winston Churchill à dépêcher sur place l'inspecteur en chef Chester Campbell, officier de la police royale irlandaise et adepte de méthodes expéditives. Sachant que Tommy Shelby est incarné par Cillian Murphy, donc Oppenheimer ou l'épouvantail dans Batman Begins. Et voilà, donc c'est ce contexte-là de fiction en costume d'époque que m'a renvoyé le Loki cette semaine. Il y a une scène qui m'a fait penser à un mélange entre, alors je dirais Captain America First Avenger et Frankenstein. Je m'explique, dans Captain America First Avenger, il a une scène où donc Captain America, à l'époque qui était Steve Rogers, c'est vraiment avant qu'il devienne Captain America, va à une célébration, va à une attraction où est présent Howard Stark en tant qu'exposant, qui présente ses nouvelles inventions, trouvailles. Il y a une scène pareille en fait dans Loki cet épisode-ci. Il y a donc Loki va voir quelqu'un qui fait une démonstration en fait. Et ça m'a rappelé aussi Frankenstein, c'est-à-dire que le mec il bidouille avec ses machines, ça fait des éclairs. Moi ça m'a fait penser vraiment à Victor Frankenstein quand il essaye de pas ressusciter, il essaye d'amener à la vie son monstre. Je m'attendais presque à ce que le personnage dise He's alive! He's alive! He's alive! He's alive! He's alive! He's alive! Là, il y a aussi pas mal de scènes de combat parce que là, pour le coup, la série était avare en confrontation directe où on voit les personnages qui sont plus dans l'espèce de manipulation psychologique, Loki quoi, évidemment. Mais là, il doit user de ses pouvoirs pas mal. Alors, on en avait un petit exemple dans la semaine dernière. Là, c'est beaucoup plus. Et surtout que là, il y a 2 ou 3 personnages qui ont des super pouvoirs. Donc, leur confrontation se fait, je dirais pas physique, mais via leur skill. Alors, avant de donner mon avis personnel sur ce que j'ai pensé de l'épisode en question, un petit mot sur le réalisateur. Son nom, c'est Kazra Farahani. Alors, je ne sais pas du tout si je prononce comme ça, parce que c'est la première fois que je vois que je voyais son nom au générique. Alors, lui, il vient de la direction artistique, c'est-à-dire qu'il est responsable de tous les visuels. Il a fait beaucoup de trucs de science-fiction. Il est responsable en fait de tout ce qui concerne le storyboard, par exemple, le décor, par exemple. Voilà, d'où sans doute l'importance de tout ce qui concerne l'ambiance et la mise en valeur du décor dans cet épisode-ci. Parce que le réalisateur en question, c'est sa première réalisation, mais il a travaillé avant sur des trucs comme Star Trek Into Darkness, il a travaillé avant sur 3h10 pour Yuma, il a travaillé sur L'étrange histoire de Benjamin Button, il a travaillé sur Avatar, sur Wolfman, il a travaillé sur tout ça. Donc là, c'est pas innocent, on va dire. Donc le mec, il a le sens du visuel, il a le sens du comment rendre bien un décor, il a le sens du comment accentuer bien un aspect de la décoration, il a ce sens-là. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors du coup, mon petit avis personnel, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode-ci? Alors, très franchement, ça m'a un petit peu déboussolé. Alors, il y a pas mal d'éléments qui donnent des réponses, mais les réponses ouvrent la porte sur d'autres choses. Il y a plusieurs détails qui m'ont un petit peu interloqué, qui m'ont fait dire que d'un côté, ils répondent aux fan theories, mais de l'autre, en fait, ils semblent les nier. Il y a un voyage temporel qui se répète, en fait, dans le sens où ils vont à une époque, ils finissent dans une autre. Et du coup, il y a des indications qui varient à l'autre. Alors, du coup, je me demandais si, attends, on est toujours dans la même ligne temporelle, ils ont changé, c'est dans une variante. Il y a un moment donné où ils viennent dans une ligne temporelle, il y a quelques indications en bas de l'écran, et les indications changent quand ils vont dans une autre époque. Alors je pense pas que ce soit vraiment cohérent, je pense que c'est voulu. Mais il faudrait qu'ils répondent à ça. Et les explications qu'ils donnent, surtout via l'agent Mobius de la TVA, me paraît pas plausible, mais pas logique. Alors c'est peut-être logique dans leur logique à eux, vu que l'organisation, la structure paraît tellement bordélique depuis la première saison, donc pour eux en fait il y a une logique, mais pour nous non, c'est ça que je veux dire. Mais ça m'a rappelé un petit peu ce qui se passe avec la saga des Terminator. C'est-à-dire que dans Terminator, alors les 2 premiers, classiques, culte, chef-d'œuvre, tout ce que vous voulez, je entre pas dans ce débat-là, mais il me semble que
la cohérence de la saga Terminator commence à être mise à mal à partir du deuxième volet de la saga. Dans le premier, c'est juste une boucle temporelle. C'est grosso modo deux personnages qui sont issus du futur pour préserver leur futur, voyagent dans le temps dans leur passé à eux. Donc dans notre présent à nous. Ça ne joue pas du tout sur les paradoxes, c'est-à-dire qu'à la fin du film, ouais, donc il y a eu suffisamment d'éléments qui sont apparus pour que l'avenir tant redouté prenne forme. Donc c'est donc une boucle. Et à partir du deuxième, il y a des éléments qui changent totalement le cours du temps, ce qui fait que à la fin du film, on a affaire à un paradoxe. D'où proviennent les deux personnages des deux premiers, comment la guerre tant redoutée peut avoir lieu pour que les événements du début du premier se produisent. Donc c'est un paradoxe. Et moi, ça m'a fait penser à ça en fait en voyant cet épisode-ci. Il y a suffisamment d'éléments qui me donnent à penser, attention Doliprane, que c'est vraiment pas aussi simple que ça, que le multiverse qu'ils essayent de nous dépeindre, ce sera pas aussi simple qu'on pense si on regarde pas ni Loki ou seulement Doctor Strange, si on regarde seulement les films. Ce qui me fait penser que cette série est plus captivante en fait. L'air de rien, cette série est vachement plus captivante. Il y a l'air d'y avoir un délire science-fiction fantastique que je comprends que ça puisse plaire à bon nombre de fans, ça me plaît moi-même, mais je peux comprendre aussi qu'il y en a qui, voilà, ça les a saoulés, ils veulent passer à côté. Donc cet épisode-ci, pour conclure, moi, ça m'a bien captivé. Autant il y a des personnages qui sortent de leur gond, qui révèlent leur réelle motivation, autant il y a des éléments qui apparaissent là et qui me font dire que s'ils vont dans cette voie-là, il faudrait qu'ils ouvrent une autre porte en fait pour que là ça devienne vraiment génial. Donc cet épisode-ci de Loki, pour moi, c'est encore validé quoi. Enfin, c'est encore validé. Pour moi, il est vraiment captivant. Ils arrivent à tenir la cadence en fait. C'est ça le truc. Ils arrivent à tenir la cadence. Alors que moi, je pensais que ça allait baisser d'intensité au fur et à mesure de la série. Là, en fait, ils arrivent à contenir le rythme. Ils arrivent à avoir un rythme constant au niveau des révélations, au niveau de la cadence. Ils arrivent à avoir un rythme soutenu. Donc, pour moi, ce 1893, donc épisode 3 de la saison 2, ouais, c'est encore du tout bon. Moi, je prends plusieurs fois à regarder. Moi, c'est devenu mon rendez-vous hebdomadaire. Donc, c'est peut-être parce que je suis fan du MCU, il y a peut-être de ça. Donc, voilà, ce sera tout pour moi. Tchuss tout le monde!